Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Judaïka, il est 8 heures, nous sommes le vendredi 8 avril. Tout de suite, c'est l'heure de notre entretien hebdomadaire avec Stéphane Duffa, rédacteur en chef de la Metula News Agency. Stéphane, bonjour. Oui, bonjour Jim et bonjour aux auditeurs de Radio Judaïka. Alors Stéphane, on va passer avec vous en revue, comme chaque semaine d'ailleurs, l'actualité internationale, ce qui concerne Israël et la région. Et on va tout de suite commencer, c'est un article de la MENA que vous avez publié il y a quelques jours, une réunion secrète entre les Turcs et les Israéliens. Alors Stéphane, on tente de se réconcilier, on s'aime pas trop, mais on a des intérêts en commun. C'est quoi les intérêts communs tout d'abord des Turcs et des Israéliens? Ouais, vous avez presque tout dit Jim, comme d'habitude. On s'est on s'est rencontrés à Londres hier, une discussion qui a duré très longtemps, plusieurs heures. D'abord, on n'a aucune raison de s'entendre avec les Turcs. Les Turcs, c'est une dictature, ça c'est de plus en plus une dictature, qui s'en prend aux journalistes à Istanbul. Aujourd'hui, être contre Erdogan, c'est risquer la prison pour de nombreuses années. Qui s'en prend à la justice, qui a phagocyté la justice. Il y a plus vraiment de justice à proprement parler en Turquie. Et puis il y a la répression contre les Turcs, nos amis turcs, les amis des Juifs et des Israéliens depuis très longtemps, qui nous permettent d'avoir des points d'appui, notamment dans le Kurdistan irakien, à la proximité de la frontière iranienne. Et puis on n'oublie pas non plus que les Kurdes sont ceux qui nous ont envoyé leur première cargaison maritime de gaz. Le premier bateau, le premier tanker qu'ils ont affrété est arrivé à Haïfa, donc ce sont des amis. Et la Turquie d'Erdogan, la Turquie islamisante, islamiste, bombarde avec des avions et de l'artillerie les zones kurdes dans les trois pays, c'est-à-dire qu'en Irak, en Syrie, la partie dont on a souvent parlé du Rojava, la partie kurde du nord de la Syrie, et puis bombarde aussi à l'aviation, à l'artillerie, son propre territoire. Ça c'est quand même assez terrible. Et on a même appris la semaine dernière que la police turque et des auxiliaires de police avaient tout simplement brûlé vifs à peu près 150 Kurdes civils, notamment des enfants et des vieillards. Donc, avant de dire quels sont nos intérêts pour nous arranger, pour nous rabibocher avec la Turquie, il faut exprimer clairement que c'est pas un pays avec lequel on a envie d'avoir des relations normales. Et là intervient la notion d'intérêt. Les choses ont commencé à mal se passer quand en 2010, la marine israélienne a été contrainte d'arraisonner le Mavi Marmara. Alors le Mavi Marmara, c'était un paquebot affrété par une ONG islamiste proche de Recep Erdogan qui s'appelle l'IHH, qui est une soi-disant ONG humanitaire, mais en fait qui a livré des armes et de l'argent à une centaine d'organisations terroristes islamistes dans le monde. Donc lors de l'arraisonnement, neuf militants turcs ont été tués et une dizaine de soldats israéliens de commando blessés, dont un grièvement. Alors depuis, c'est la brouille. C'est des insultes monstrueuses, des insultes complètement stupides. On a par exemple entendu, pardon, Erdogan, son premier ministre Davutoglu, lors d'explosions dans des mines de charbon en Turquie, accuser Israël et les Juifs d'être à la base de ces explosions ou être à la base de tremblements de terre. On est vraiment au Moyen Âge, donc des gens pas très sympathiques. Et puis, au niveau des intérêts, on a pensé à une autre chose. On a pensé que avant cette crise, eh bien, la Turquie était un de nos principaux clients, notamment pour le matériel militaire. Il y a peu de pilotes turcs, je ne sais même pas s'il y en a, en tout cas au niveau des chasseurs bombardiers, qui n'ont pas reçu leurs instructions de la part d'un instructeur israélien. À part cela, vous savez qu'Israël est un petit pays, on manque d'espace aérien pour entraîner nos pilotes, alors nos pilotes s'entraînaient en Turquie, un endroit où on ne manque justement pas d'espace. Et puis on révisait, on mettait à jour pratiquement tous leurs avions, tous leurs tanks,
et on leur vendait des drones. Donc il s'agit d'un marché de plusieurs milliards de dollars par année que nous avons perdu. C'est-à-dire qu'il y a plus de commandes depuis l'affaire du Mevi Marmara. Il n'y a plus de commandes en Israël. Et nous, ça nous embête bien sûr beaucoup, mais ça embête aussi les Turcs parce qu'on a compris la mentalité turque, surtout la mentalité des officiers turcs et la manière de faire des affaires avec le gouvernement turc. Et ils n'ont pas trouvé de fournisseurs qui remplacent les Israéliens, ce qui les embête beaucoup. Ce qui les embête aussi, c'est tous les touristes israéliens qui assaillaient carrément le sud de la Turquie dans des hôtels genre Club Méditerranée, mais de deuxième ou troisième division. Et ces hôtels sont vides, surtout que la Turquie n'est pas en bon terme avec la Russie, et les touristes russes, avec les touristes israéliens, contribuent à remplir ces hôtels. Donc aussi un grand intérêt du côté turc, Jim. Mais l'intérêt le plus important, eh bien, il consiste à l'installation, la fabrication d'un gazoduc, un gazoduc qui relierait les forages sous-marins israéliens et accessoirement cypriotes de la zone économique dans la mer, une zone économique qui va jusqu'à 370 km de nos côtes. Et on a de la peine à exporter ce gaz. Et disant cela, on a de la peine à trouver des fonds et des gens prêts à investir dans le forage de nouveaux puits sous-marins qui coûtent très cher pour en extraire le pétrole et le gaz. Alors que la côte turque est très proche, hein, elle est à 70 km de ces forages. C'est pas un gros ouvrage de construire un gazoduc entre ces forages et la côte turque. À partir de la côte turque, des gazoducs terrestres pour arriver jusqu'en Europe, et avec les réserves sous-marines que nous avons, tant en gaz naturel qu'en pétrole, ça changerait carrément les données économiques de l'État d'Israël. Donc on est très très intéressés malgré tout, malgré le dégoût, parce qu'on peut parler de dégoût notamment au niveau des journalistes en Israël, au niveau des intellectuels, au niveau de nous-mêmes, ne le cachons pas, malgré le dégoût qu'il y a à pactiser avec un régime comme celui d'Erdogan et Davutoglu, on a tout fait, on fera tout, et on est en train de parvenir à un accord pour établir des relations correctes avec ce régime semi-dictatorial, pour utiliser un euphémisme, Gilles. Alors Stéphane, on va continuer avec l'actualité israélienne et l'autorité palestinienne qui a discuté cette semaine avec plusieurs membres du Conseil de sécurité de l'ONU, discuté d'un projet de résolution qui condamnerait les implantations israéliennes en Judée-Samarie. Alors Stéphane, au cours des derniers mois, les Palestiniens ont fait pas mal de lobbying, notamment auprès de la France, de l'Espagne ou encore de l'Égypte. Est-ce que cette résolution a une chance d'aboutir, pardon? C'est toujours la même question en fait, hein. La question, c'est de savoir si les États-Unis utiliseront leur veto ou non. Et avec un président Obama en situation de canard boiteux, comme on appelle aux États-Unis le président qui se trouve dans sa dernière année de mandat, eh bien on peut craindre, parce il l'a laissé entrevoir, et on peut craindre que les États-Unis, justement vers la fin de ce mandat, les élections sont pour novembre, eh bien n'ayant plus grand-chose à perdre, et ne nous aimons pas beaucoup, comme on a eu quand même la possibilité de nous en apercevoir, eh bien décide de ne pas utiliser son veto. Et puis s'il n'utilise pas son veto, il est clair que une résolution concernant les implantations, mais également une résolution qui concernerait n'importe quelle condamnation d'Israël, passerait certainement en Assemblée générale, presque certainement au niveau du Conseil de sécurité. Donc voilà la question. La question pour nous et avec nous, c'est de savoir, on parle beaucoup de nouvelles discussions, notamment ces derniers jours, au sujet de l'intervention, ou plutôt de la non-intervention des forces israéliennes dans les villes et les villages palestiniens, de laisser un peu la police palestinienne faire le travail, avec évidemment une coordination entre les forces palestiniennes et israéliennes. Donc on essaie d'avancer sur ce plan-là, mais pour nous, pour le gouvernement israélien, c'est pas possible d'avancer dans la coopération, d'essayer de renouer le dialogue au sujet au sujet d'un éventuel accord avec l'autorité palestinienne, puis en même temps
de subir cet activisme politique international au niveau du Conseil de sécurité, au niveau des instances de la justice internationale. Et ce qu'on dit, ce qu'on ne cache pas, eh bien, c'est que l'autorité palestinienne, en particulier M. Abbas, doit décider de l'orientation qu'il veut donner à sa politique. C'est soit la confrontation diplomatique pour le moins, soit une recherche de solutions, de voisinage, de survie économique et possiblement d'avancer un petit peu, de ressusciter un peu la discussion, la négociation en vue d'un accord définitif entre Israël et l'autorité palestinienne. Mais Jim, Monsieur Abbas a d'autres problèmes ces jours. Il n'est pas épargné par ce fameux Panama Papers. Et on a découvert que le fils de Mahmoud Abbas, qui s'appelle Tarek, eh bien, il est directeur d'un organisme qui s'appelle le EPIC. On pourrait dire qu'il tombe à pic d'ailleurs, pour faire un mauvais jeu de mots. Le EPIC, c'est le Arab Palestinian Investment Company. Alors, c'est une société qui est notamment enregistrée au Panama et qui s'occupe de nourriture, d'appareillage médical, de médicaments, d'automobiles, de construction de centres commerciaux, enfin une société financière, économique et industrielle. Et puis ce qui est très intéressant, c'est que c'est un des plus grands fournisseurs de l'autorité palestinienne. Alors on a le papa qui dirige l'autorité palestinienne et le fiston qui vend au papa. Et ça fait plusieurs millions à la clé. Et bien entendu, cette occupation est illégale, elle est soumise aux critiques de tout le monde, et surtout elle jette une lumière assez crue sur ce que nous connaissons au quotidien, c'est-à-dire la corruption extraordinaire qui existe dans cette organisation, dans cette entité étatique qu'on appelle l'autorité palestinienne. Alors Stéphane, voilà pour le volet israélien. Vous avez fait le lien justement concernant les Panama Papers, Stéphane, en Israël. On en a beaucoup parlé ici en Belgique, en France, en Grande-Bretagne. On a cité beaucoup de noms. Comment c'est traité par la presse israélienne? On s'attend à des explosions parce que vous imaginez bien que ce genre d'actualité touche forcément les Israéliens qui sont très vigousses en matière d'investissement étranger et qui sont surtout soumis à des barèmes d'impôts extrêmement élevés qui peuvent aller pour des revenus d'à partir de 3 500, 4 000 euros, des revenus qui sont soumis à 65% d'impôts. Hein. Donc quand on est dans cette situation, on est évidemment encouragé à essayer de placer son argent ailleurs à l'abri précisément de l'impôt. Alors il y a déjà des noms qui sont mentionnés dans ces documents qui ont filtré vers la presse, notamment celui de Dov Weisglass, qui est un avocat au demeurant très respectable, qui était le chef de bureau d'Ariel Sharon pendant de longues années, et le chargé de négociations internationales, même au temps de Binyamin Netanyahu, si je ne me trompe pas, avant d'être remplacé par Tchekhanouver, qui est celui qui hier était à Londres pour discuter des modalités de fin de crise avec la Turquie, avec le vice-ministre des Affaires étrangères turc. Il y a également l'homme d'affaires Yaakov Engel qui est mentionné, donc qui figure sur ces documents. Et puis Idan Ofer. Alors Idan Ofer, c'est un peu plus intéressant parce qu'Idan Ofer, c'est une immense famille, une immense tribu de business en Israël. C'est notamment à leur nom qu'a été baptisé le nouveau stade de football de Haïfa, également le musée de Tel Aviv. Ce sont des gens qui affrètent des navires. C'est un empire colossal. Et évidemment, jusqu'à maintenant, ils avaient une très bonne réputation. Mais s'ils devaient apparaître, qu'ils ont placé de l'argent gagné en Israël ou touchant des sociétés israéliennes au Panama ou dans d'autres paradis fiscaux, eh bien leur situation pourrait se dégrader. Je dirais en résumé que pour le moment, c'est pas un tsunami, c'est une vague intéressante, ce qui porte beaucoup de journalistes, et notamment des journalistes économiques, à se poser des questions au sujet de pas mal de choses et de pas mal
mal de gens, mais on s'attend pour les semaines et les mois à venir à ce que des enquêtes approfondies soient ouvertes contre tous ces gens et toutes ces sociétés. Et notre conviction, c'est qu'il y en a beaucoup quand même qui vont être inquiétés ici, mais comme vous l'avez très bien dit en ouverture de sujet, comme en Belgique et comme dans beaucoup d'autres pays industrialisés. Alors Stéphane, il nous reste encore un sujet, on a encore 4 minutes, je pense qu'on aura le temps. C'est l'Iran, hein, bien évidemment, comme quasi chaque semaine, hein. On a vu plusieurs déclarations cette semaine. On a vu Rouhani essayer de refaire un pas en déclarant que l'Iran n'était pas un ennemi de la communauté internationale. On a vu John Kerry réitérer en disant à l'Iran qu'il devait être un nouvel acteur et les aider notamment au Yémen ou encore dans le conflit syrien. Et dans ce contexte, hein, c'était il y a quelques jours la journée nationale de technologie nucléaire en Iran. Et Stéphane, vous me parliez hors antenne de nouveaux produits nucléaires qui ont été créés en Iran. Ouais, les Iraniens ont présenté 12 nouveaux produits nucléaires, donc des produits pour fabriquer des machines, pour entretenir des machines, pour créer de nouveaux produits comme l'octogène, qui est un produit très très dangereux. D'abord, il peut être utilisé hors du domaine nucléaire comme explosif, c'est un explosif assez extraordinaire, puis il entre aussi dans la composition des bombes atomiques ou d'une manière de construire les bombes atomiques. Eh bien, l'Iran qui vient de signer l'été dernier en traité de non-prolifération, par lequel il s'engageait à ne pas produire de bombes atomiques, en tout cas pendant une dizaine d'années, eh bien continue, bon an, mal an, sa quête de ces produits et avance dans cette direction. D'ailleurs, ils le disent, hein, et ils ne le cachent pas, ils veulent être prêts à fabriquer la bombe atomique dès que cela sera possible. Et puis, ils continuent également à lancer des missiles balistiques. Alors ça irrite beaucoup la communauté internationale. Ils prétendent que ces missiles balistiques ne peuvent pas transporter des bombes atomiques, et ce pour la simple et bonne raison assez drôle qu'ils n'ont pas le droit de construire de bombes atomiques. C'est la seule raison qui fait que ces missiles ne peuvent pas en transporter. Mais sur les missiles, il y a des inscriptions très sympathiques disant qu'ils sont destinés à détruire Israël. Donc ça c'est à peine acceptable, même pour la communauté internationale. Et tous ces actes de défiance, appelons-les ainsi, de la part de l'Iran, eh bien, engendre en effet assez intéressant, dont on a déjà parlé la semaine dernière, Jim, c'est que les fonds, à peu près les 100 milliards de dollars qui sont bloqués dans des banques et institutions occidentales et qui devaient être libérés à la mi-janvier, ne l'ont pas été. Ils ne l'ont pas été, ce qui fait que le démarrage économique de l'Iran ne peut pas avoir lieu. L'Iran est en train de signer des contrats pour des centaines de milliards de dollars, mais n'a pas le premier rial, c'est la monnaie iranienne, pour payer la contrepartie de ces contrats. Donc l'Iran est en situation économique très délicate, on peut même parler presque de faillite, et ça irrite énormément les ayatollahs, et notamment l'ayatollah Rouhani qui cette semaine a rappelé que la patience de l'Iran n'était pas infinie, ce qui voulait dire que si dans les mois qui viennent, d'après cette affirmation, si l'argent n'était pas débloqué, l'argent iranien, eh bien l'Iran pourrait songer à quitter ses engagements, abandonner ses engagements pris en juillet dernier à Lausanne quant à l'abandon, en tout cas provisoire, de son projet de nucléaire militaire. Donc on est dans une situation de nouveau assez floue et qui peut dégénérer. Mais pour l'Iran, ce qui se passe, c'est que s'il quitte ce traité, s'il dénonce ce traité, eh bien il sera de nouveau soumis non plus à une pression économique, mais à une pression militaire avec les risques d'une intervention, notamment israélienne, contre ces installations nucléaires, surtout si elles étaient remises en marche, Jim. Stéphane, il est presque 8h20, on a encore quelques secondes. L'occasion peut-être de donner un petit coup de pouce à nos collègues à Metula, la Metula News Agency, qui offre une place, pardon, et de ce lapsus, une place La de plage, stage. pas encore, hein, on est encore à 70 km de la Méditerranée. Ben, la plage, ce sera peut-être l'occasion d'y aller lors de votre stage à la MENA.
Ouais, bah c'est surtout qu'on aimerait bien aider un jeune belge. On n'a pas encore eu de stagiaire belge, ça nous ennuie. Surtout que les stagiaires précédents de la MENA ont également coopéré aux émissions communes que nous faisons avec Radio Judaïka. Alors on offre évidemment une expérience unique avec des journalistes de premier plan. C'est vraiment l'occasion de devenir journaliste pour ceux qui rêvent à ça. Les candidats doivent avoir entre 20 et 35 ans, c'est-à-dire qu'on veut favoriser des jeunes qui ont la passion et pas forcément, et pas du tout même, recueillir des journalistes déjà aguerris qui ont la possibilité de trouver d'autres emplois. Là, on veut vraiment servir de tremplin pour des jeunes des jeunes qui ont notamment la possibilité d'effectuer ce stage de 6 mois dans le cadre d'études académiques belges. Donc c'est un stage qui est reconnu par les universités européennes, israéliennes ou américaines. Le stage comprend une formation de journaliste radiophonique, donc on lui demandera de participer ou de faire des billets sur Radio Judaïka et sur d'autres chaînes de radio, stations de radio avec lesquelles nous travaillons, ainsi qu'une familiarisation au métier de la télévision. Trop souvent on ne le sait pas, mais l'AMENA a également des studios de télévision et produit pas mal d'émissions. Et ce que nous réclamons, il y a beaucoup de choses, je ne vais pas les mentionner, mais surtout une authentique passion pour la profession et puis une maîtrise de la langue française écrite et parlée, parce que nos dernières expériences avec des stagiaires nous ont montré que c'est le deuxième euphémisme de la matinée, que le bien écrire et la bonne grammaire en français se perdent et on n'est pas vraiment une école primaire pour apprendre les accords avec le participe avoir ou le participe être, mais c'est à peu près ce qu'on a dû faire les 2 dernières années avec les stagiaires, et on veut vraiment des gens qui soient capables de s'exprimer correctement en français, écrit et parlé, pour vraiment leur inculquer le journalisme. Mais quelqu'un qui veut vraiment mettre le pied dans ce métier, ben voilà, il a trouvé un étrier, puis c'est sans compter une chose qui est très importante, qui est de vivre à 400 mètres du Hezbollah et à 20 km du front syrien, et puis d'aller photographier, filmer, interviewer des gens sur place. C'est une formation également au métier de reporter. Ce qu'on essaie de faire, c'est que le stagiaire, une fois qu'il aura terminé ici, continue ses études et ait une ouverture sur tous les métiers du journaliste, qui, comme vous le savez, Jim, est un métier quand même assez extraordinaire, parce que sinon, nous ne le ferions pas. Exactement Stéphane, je partage votre avis. Donc nos éditeurs l'ont bien compris, hein, s'ils sont intéressés par un stage de 6 mois à Métula, ils ont qu'à vous contacter ou ils nous contacteront et on vous transmettra le message. Stéphane, merci d'avoir été avec nous Stéphane. C'est toujours un plaisir. Et puis s'ils veulent nous contacter directement, l'email c'est rédaction sans accent @metulanews metulanews.info au singulier. Sinon, avec plaisir, on continuera à faire les choses ensemble comme on les fait depuis plusieurs années maintenant. Merci beaucoup Stéphane, on vous retrouvera la semaine prochaine.